Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Le docteur Franklin Nyamsi va nous parler des conditions qu'il faut pour intégrer l'AES parce que on sent que beaucoup de pays voient l'exploit de l'AES, veulent intégrer cette confédération. Alors, quels sont les prérequis? Qu'est-ce qu'il faut? Docteur Franklin Nyamsi, à la parole. En réalité, pour être membre de l'AES, il faudrait se demander si le pays concerné remplit les conditions que les 3 pays fondateurs de l'AES ont remplies pour se rassembler. Par conséquent, quelles sont ces 3 conditions? Est-ce que ce pays a choisi d'être entièrement, radicalement souverain? Si ce pays a choisi d'être radicalement entièrement souverain, est-ce que son armée est sous le contrôle d'une armée de l'OTAN? Est-ce que son armée est sous le contrôle de conseillers militaires des puissances qui ont déstabilisé l'Afrique depuis plusieurs décennies? Un pays dont le gouvernement et l'armée sont sous le contrôle des puissances de l'OTAN ne peut pas adhérer à l'AES. Si vous avez dans votre armée des conseillers militaires des pays de l'OTAN ou des pays alliés de l'OTAN, vous ne pouvez pas adhérer à l'AES. Parce que l'AES a été créée pour s'opposer à l'hégémonie de l'OTAN sur le continent africain. Entendu que l'OTAN est responsable de la grande déstabilisation que le continent connaît aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Voilà le premier point. Deuxième élément important. Pour adhérer à l'AES, il faudrait qu'on soit un pays qui a reconquis sa liberté de choix stratégique, de choix de partenaires stratégiques. Un pays qui ne peut pas librement coopérer avec la Chine, avec la Russie, sans devoir obéir aux oukases des pays de l'OTAN, ne peut pas adhérer à l'AES. Un pays qui prétend être l'ami de tout le monde ne peut pas adhérer à l'AES, parce que tout le monde n'est pas l'ami de l'AES. J'entends les diplomates de plusieurs pays, plutôt favorables à l'AES, prétendre que eux, ils sont les amis de tout le monde. Un pays qui est l'ami de tout le monde ne peut pas adhérer à l'AES, parce que l'AES n'est pas l'ami de tout le monde. Les principes choisis par l'AES, la souveraineté, la liberté de choix stratégique, le principe de la liberté d'orientation, ces principes-là, d'accord? Ces principes ne peuvent pas précisément se traduire par une adhésion à l'AES quand ils ne sont pas respectés par un pays. Un pays qui n'a pas choisi le principe de souveraineté, le principe de liberté de choix de partenaires stratégiques, le principe de défense des intérêts vitaux de son peuple, ce pays-là n'est pas prédisposé à adhérer à l'AES. Donc, par exemple, si vous avez les conseillers militaires israéliens, les conseillers militaires américains, les conseillers militaires français, britanniques, l'Union européenne est installée dans tout votre appareil de sécurité, quelle adhésion pouvez-vous avoir avec l'AES? Si ce n'est pas une adhésion pour récupérer les renseignements stratégiques de l'AES et les donner à des puissances qui ont décidé la perte de l'AES. C'est la question que doit se poser tout pays qui veut adhérer à l'AES. J'entends parler par exemple le Togo, j'entends parler maintenant de plus en plus du Ghana, j'entends parler de plus en plus du Tchad. Voilà 3 pays qui doivent se poser les questions suivantes. Avons-nous choisi, dans tous les domaines, avons-nous choisi d'aller vers la souveraineté? Ce sont des pays qui doivent se poser la question suivante. Avons-nous compris que quand on adhère à l'AES, on ne peut pas être l'ami de tout le monde? Parce qu'il y a des puissances dans ce monde qui ont juré la perte de l'AES. On ne peut pas être l'ami des puissances qui ont dit on va les punir. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Vous ne pouvez pas être leur ami d'un point de vue géopolitique et géostratégique et être membre de l'AES. Et ça, c'est la vérité que l'on doit au Togo, que l'on doit au Tchad, c'est la vérité qu'on doit au Ghana. Parce que quand vous décidez d'adhérer à l'AES, vous savez que vous rentrez dans le collimateur du néocolonialisme français, dans le collimateur de l'impérialisme occidental, vous entrez dans le collimateur, vous rentrez dans le collimateur de toutes les puissances qui voient d'un mauvais œil l'émergence d'une puissance souveraine au cœur du Sahel. Et vous ne pouvez pas dire, je vais être l'ami de tout le monde, mais je veux être membre de l'AES. C'est un énoncé absurde.
C'est un énoncé absurde. Troisièmement, quand vous adhérez à l'AES, vous adhérez au principe de la défense des intérêts vitaux de votre peuple. Les intérêts de votre peuple passent avant les intérêts d'une quelconque puissance autre. Et donc, par conséquent, vous ne pouvez plus être compatible avec tout le monde quand vous adhérez à l'AES. Car cette adhésion suppose que vous vous engagez dans le combat pour la décolonisation réelle de l'Afrique. C'est une adhésion combattante. C'est une adhésion de résistance. C'est une adhésion de libération. On ne peut donc pas essayer de ménager la chèvre et le chou. On ne peut pas essayer d'un côté d'être membre de la CEDEAO et de l'autre côté d'être membre de l'AES. On ne peut pas essayer d'un côté de faire ami-ami avec le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental, et dire qu'on veut entrer dans l'AES. Ce n'est pas possible. Il y a une contradiction flagrante. Et ce serait imprudent de la part de l'Alliance des États du Sahel d'accepter une adhésion d'un pays qui ne remplit pas les 3 critères de la trilogie. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'il reste à faire? Les pays de la CEDEAO, de l'Union africaine, qui ont de la sympathie pour l'AES, mais ils peuvent passer, on va dire, des alliances souples avec l'AES. Ils peuvent passer des conventions avec l'AES. Ils ne sont pas obligés d'adhérer. Si le Togo ne peut pas quitter la CEDEAO pour rejoindre l'AES, il peut au moins passer un partenariat privilégié avec l'AES. Si le Ghana ne peut pas quitter la CEDEAO pour rejoindre l'AES, le Ghana peut passer un partenariat privilégié avec l'AES. Si le Tchad ne peut pas adhérer à l'AES parce qu'il ne peut pas remplir les 3 critères, souveraineté, liberté de choix stratégique, défense des intérêts vitaux, il peut au moins, le Tchad, passer un accord de partenariat stratégique privilégié avec l'AES. Et il me semble que c'est cette 3e hypothèse qui répond pour le moment à la situation de pays comme le Togo, le Ghana ou le Tchad. Ces pays ne remplissant pas encore les 3 critères de convergence fondamentaux qui sont à l'origine de la création de l'AES, ils ne peuvent pour le moment qu'avoir un partenariat privilégié avec l'AES. Mais ils ne peuvent pas encore adhérer. Ce serait une faute, à la fois, à mon sens, des dirigeants de l'AES et en fait une forfaiture de la part des dirigeants de ces pays qui n'ont pas encore rempli les critères d'organiser une adhésion dans des conditions non remplies. Donc, je conclue en disant, tout pays africain ne peut pas être membre de l'AES. Pourquoi? Parce que tous les pays africains n'ont pas choisi la politique de la trilogie. Souveraineté, liberté de partenariat stratégique, défense des intérêts vitaux. Un pays africain qui s'achemine vers cette politique peut à tout le moins passer un partenariat privilégié avec l'AES. Et c'est la situation aujourd'hui du Togo, c'est la situation possible du Tchad, c'est la situation possible du Ghana. Pour ma part, en tant qu'analyste politique, ces 3 pays dont on nous parle de plus en plus peuvent seulement, pour le moment, passer un partenariat privilégié avec l'AES. Ils ne peuvent pas encore adhérer. Car ils ne remplissent pas encore les 3 critères de convergence qui unissent et qui soudent le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Voilà la démonstration. Voilà la démonstration que je voulais vous exposer dans, mon éditorial de ce vendredi 17 janvier 2025. Donc ma réponse est là. Tout pays africain ne peut pas adhérer à l'AES. Encore faut-il que ce pays remplisse les 3 principaux critères de convergence de l'AES. Les pays qui ont de l'amitié pour l'AES, mais qui ne peuvent pas remplir ces critères de convergence, peuvent cependant passer des accords de partenariat privilégiés. Donc pour le moment, je suggérerais modestement, car je n'ai pas de pouvoir de décision, je suggère modestement qu'il y ait des accords de partenariat privilégiés entre l'AES et le Togo, entre l'AES et le Ghana, entre l'AES et le Tchad, en attendant que ces 3 pays et tout autre pays qui veut vraiment adhérer à l'AES s'aligne parfaitement sur les 3 grands critères de la trilogie fondamentale de l'AES, à savoir le critère de la souveraineté, le critère de la liberté de partenariat stratégique et le critère de la défense des intérêts vitaux. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Toute adhésion précipitée à l'AES est un danger pour l'AES. Un pays qui n'a pas encore rempli correctement les critères de convergence
va s'avérer être une taupe, à l'intérieur de l'AES pour transférer des informations stratégiques, des informations tactiques aux puissances ennemies de l'AES. De ce point de vue, j'ai confiance en la lucidité, j'ai confiance en la vigilance des trois grands gouvernements, des trois grands dirigeants de l'AES. Les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani ne sont pas tombés d'une pluie avant-hier. Ils ne s'en laisseront point compter. Ainsi soit-il. Le président Ibrahim Traoré ne s'adresse pas à l'esprit moutonnier de l'Africain, mais il s'adresse à l'esprit libre, à l'esprit sincère, à l'esprit véridique, à l'esprit juste, à l'esprit courageux. Il s'adresse à la capacité de chacun d'entre nous de progresser intérieurement par la connaissance, par l'apprentissage, par l'écoute, par le bon exemple. Et c'est extrêmement important. C'est ainsi que les soldats, les masses populaires laborieuses et l'administration au Burkina Faso sont appelés à être unis dans le processus de la décolonisation mentale. La première partie de l'intervention du président Ibrahim Traoré est un enseignement pour toute l'Afrique. Il n'y a pas de société libre s'il n'y a pas un effort d'augmenter sa capacité de comprendre, son pouvoir de comprendre. Car le président Traoré sait que nos sociétés qui ont été tenues pendant très longtemps sous l'emprise des dictatures, qui ont été tenues pendant très longtemps sous l'emprise des puissances coloniales, des puissances racistes, impérialistes et négrières, ce sont des sociétés dans lesquelles le mental des êtres humains a été détruit. En Afrique en particulier, plusieurs millions, dizaines de millions, centaines de millions d'Africains, depuis pratiquement 600 ans au moins, ont vécu en étant presque convaincus qu'ils sont des sous-hommes. Du fait qu'ils ont été victimes de la traite négrière, victimes de la colonisation, victimes de la néocolonisation et l'impérialisme, victimes des dictatures les plus abjectes, plusieurs millions d'Africains ont vécu, ont grandi et sont morts en ayant l'opinion qu'ils sont des sous-êtres humains. Et cela s'est traduit par la popularité de certains dictons, de certaines expressions utilisées par les Africains. Par exemple, un peu partout en Afrique, lorsque quelqu'un mange quelque chose qui est très sale, quelque chose qui est tombé par terre et qui a pris des microbes, par exemple, on entend dire « ça ne tue pas africain ». Que signifie l'expression « ça ne tue pas africain » appliquée à la consommation d'un aliment souillé, d'un aliment impur, d'un aliment bien contaminé par une bactérie ou un virus qui peut nous rendre malades. Cette expression veut dire que il y aurait en l'Africain une prédisposition à consommer ce qu'il y a de plus sale. Pourquoi? Parce que étant davantage proche de l'animal que de l'humain, il a développé une résistance et une résilience à ce qu'il y a de plus sale, qui précisément est à la fois son infériorité et en même temps sa chance. Voilà une expression, par exemple, qui témoigne de ce sentiment d'infériorité des Africains. Quand on consomme quelque chose de sale, on dit que ça ne tue pas Africain. Pourquoi ça ne tue pas Africain? Implicitement, ça veut dire que l'Africain, lui, il ne serait pas capable de souffrir de maladies dont peut souffrir n'importe quel autre homme. Pourquoi? Parce que lui, il est beaucoup plus proche de la nature que de la culture, etc. Deuxième expression qui témoigne de cette mentalité néocolonisée, qui est très répandue dans l'opinion africaine, en raison de l'histoire négrière, coloniale, néocoloniale, impérialiste et dictatoriale. Qui n'a pas entendu à travers toute l'Afrique et même les diasporas la fameuse expression « l'homme blanc est fort », le blanc est fort. Le blanc est fort. Dans certaines langues de mon pays natal, le Cameroun, quand quelqu'un est en train de manger une très belle assiette, par exemple en Beti Boulou, fan, il dit qu'il est en train, que ça c'est Bidi Bintangan, que ça c'est la nourriture du blanc. Il y a ce mythe-là qui s'est répandu avec la traite négrière, qui s'est répandu avec la colonisation, la néocolonisation et l'impérialisme, que la nourriture de l'occidental, de l'homme blanc, serait en soi meilleure que la nourriture de l'Africain. Au point que lorsqu'un Africain s'offre dans certaines de nos sociétés un très bon repas, on dit qu'il est en train de manger comme un blanc. Bidi Bintangan. La nourriture du blanc. Vous connaissez ça ou pas? Il y a un troisième phénomène qui montre très bien que les populations africaines souffrent de la colonisation mentale. C'est le phénomène de la recherche de la clarté de la peau par les produits chimiques et qui est répandu dans plusieurs populations africaines
où les individus cherchent à ressembler à l'homme blanc en utilisant les produits chimiques. J'ai vu un certain nombre de niais se promener sur mes pages Facebook, YouTube, etc., pensant que le teint clair de ma peau que j'ai là serait le produit d'effets cosmétiques. Ce n'est pas le cas. Mes parents, paix à leur âme, et de toutes les façons, ils sont heureux là où ils sont, étaient de teint clair. Donc, beaucoup d'Africains continuent à penser que le fait de se blanchir la peau les rend plus humains, plus proches du modèle humain qu'ils ne le sont. Le phénomène de la desquamation de l'épiderme, c'est l'une des conséquences de la mésestime de soi de l'Africain. Bien sûr qu'il y en a d'autres qui utilisent ces produits pour des raisons purement esthétiques. Je ne veux pas ici les blâmer ni les mettre en difficulté, mais il y a une trace de la fascination pour la peau blanche dans l'usage de produits décapants chez les Africains. Donc voilà 3 exemples, voilà 3 illustrations de cette infériorité mentale qui est fortement répandue parmi les populations africaines du monde entier. N'est-ce pas? Je vous ai donné 2 dictons. Un, ça ne tue pas africain. Ça, on dit ça souvent en Côte d'Ivoire. L'homme blanc est fort. Ah, le blanc est fort. Et ceux qui disent cela sont des gens qui n'ont pas étudié l'histoire des sciences africaines. Et donc, ils ne savent pas que dans l'histoire des sciences, l'Afrique précède l'Occident. Et que les grands maîtres fondateurs du moment d'émergence de la science, gréco-romaine, les grands maîtres de la science gréco-romaine étaient les étudiants, les élèves des négro-africains. Quand on parle du miracle grec, bien souvent, c'est parce qu'on ignore l'antériorité des sciences, des arts, des techniques négro-africaines auxquelles ont été initiés les soi-disant auteurs du miracle grec. Les Thalès, les Pythagore, les Platon, les Socrates sont les élèves des Noirs. Et ils le disent. Les historiens grecs de l'Antiquité reconnaissent qu'ils ont été formés dans les temples négro-égyptiens. Lisez Hérodote. Donc quand quelqu'un s'assoit là et il dit l'homme blanc est fort, c'est parce qu'il est simplement ignorant de l'histoire, de la contribution de l'Afrique, de la civilisation africaine aux sciences, aux techniques. Il y a encore des Africains qui se promènent en pensant que l'écriture a été inventée en Occident et qui ignorent que les Africains sont la première grande civilisation humaine et la première civilisation à avoir écrit. Voilà pourquoi dans toutes les langues africaines, il y a un mot pour désigner l'écriture, qui n'est pas un mot d'origine occidentale. L'écriture est en Afrique avant qu'elle n'apparaisse en Occident, avant qu'elle n'apparaisse en Orient, avant qu'elle n'apparaisse en Amérique, le premier continent à avoir écrit, c'est l'Afrique. Écrivez ça. Tilana. Dans ma langue maternelle, le Bassa, l'écriture, c'est Matila. Litila. Tilana. Et dans la grande civilisation négro-africaine d'il y a 3500 à 4000 ans, les écrits fondamentaux qui guident la société s'appellent les Medjugorje, c'est-à-dire les écritures sacrées. Ce que les Grecs vont appeler les hieroglyphos. En français, les hiéroglyphes. Hieros, sacré. Glyphos, glyphéine en grec, l'écriture, etc. Donc, le président Traoré commence d'abord par appeler le peuple burkinabé, le peuple africain, à se décoloniser mentalement. Parce que lorsque tu grandis avec l'idée que tu es un être inférieur, tu ne peux pas produire une civilisation de la liberté, de la dignité, de la vérité, de la justice. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi il dit, il est important de pouvoir comprendre. Qu'est-ce que c'est que la décolonisation mentale? C'est l'augmentation de la capacité de comprendre. Chez l'enfant, chez l'adolescent, chez l'adulte, chez le vieillard. Augmenter la capacité de comprendre. Par extension, augmenter la capacité de comprendre de notre peuple. Notre peuple doit élever son niveau d'intelligence. Et c'est ainsi qu'il se décolonise mentalement. Seul un peuple mentalement décolonisé peut s'engager dans la décolonisation socio-économique, dans la décolonisation culturelle, dans la décolonisation politique, dans la décolonisation géopolitique et géostratégique. Le mental, l'esprit domine la matière. Et donc, celui qui n'a pas la maîtrise du mental ne peut pas maîtriser la matière. Tout le monde dans lequel nous sommes placés là est mental. Vous me regardez, mais je suis une image mentale dans votre esprit. Vous êtes des images. Tout ce qui nous entoure appartient au monde mental. Tout est esprit.
Et par conséquent, quand on ne maîtrise pas les pouvoirs de son esprit, quand on ne développe pas les pouvoirs de son esprit, on est victime des événements. La première partie de l'intervention du président Ibrahim Traoré, c'est donc une invitation à se libérer intérieurement par la connaissance, par la réflexion, par la pensée, par la prière, par la méditation, par la discussion, par le partage, par l'éveil collectif. Il sait, le président Ibrahim Traoré, il le sait d'un savoir de biologiste, il le sait d'un savoir de militaire, maintenant il le sait d'un savoir d'homme politique que le mental est fondamental. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Mettez vos impressions en commentaire. On aimerait bien vous lire vos analyses. C'est un plaisir pour nous. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour les nouvelles publications. Alors, on est ensemble pour d'autres vidéos.